Premier temps d'échange qui a pour titre « Comment tirer parti des ressources locales tout en assurant un approvisionnement durable ». J'appelle Véronique Pinet, qui est déléguée territoriale Isère pour GRDF et qui est responsable du projet Aquapol. Il s'agit du déploiement d'unités de méthanisation injectant directement du biométhane produit dans les réseaux de gaz naturel. Emmanuel Trouvé, qui est président de Nereus, il s'agit là de valoriser des déchets liquides, polluants, sous forme d'eau haute qualité, il va nous expliquer comment, d'engrais et d'énergie par la conception de systèmes industriels innovants. Et enfin, Gilles Méli, qui est responsable technique d'une grande entreprise qui s'appelle Imeris Talc Europe. Vous savez que les talcs de Luzenac sont très connus dans la région et c'est une exploitation très performante. Il s'agit là de la production d'un talc permettant d'augmenter les performances techniques des plastiques automobiles tout en limitant les impacts environnementaux, où l'on découvre, Monsieur Méli, que le talc est utilisé dans l'automobile, ce que tout le monde ne sait pas forcément. Vous allez nous l'expliquer. Donc vous avez 5 minutes, montre en main. Vous pouvez déborder éventuellement 1 ou 2 secondes, mais guère plus, pour nous présenter le projet, le concept, les ambitions, les partenariats que vous avez été amenés à nouer pour le mettre en œuvre, la viabilité économique du projet, s'il y en a une, et enfin, et ça nous intéresse pour le territoire Occitanie, le caractère transférable ou non du projet. Bien sûr, vous aurez toute l'attitude, et je vous invite à le faire, de vous poser des questions entre vous, peut-être sur l'ingénierie du projet, la façon dont vous l'avez mise en œuvre, et bien sûr, dans le cadre de ces 45 minutes, vous serez tous invités à poser des questions avant qu'on enchaîne sur le deuxième temps d'échange. On commence avec vous, Véronique Pinet, donc je rappelle que vous êtes déléguée territoriale Isère de GRDF pour le projet Aquapol. Dites-nous tout. Bonjour, tout d'abord. Donc avant de vous parler du projet d'Aquapol, qui porte le nom de la station d'épuration de Grenoble-Alpes Métropole, je voudrais resituer la production de biométhane dans le contexte réglementaire. On a parlé un peu ce matin de méthanisation déjà, de production de biogaz. Le biogaz, on peut en faire soit de l'électricité via la cogénération, soit du biométhane en l'épurant, ce biométhane pouvant être réinjecté dans le réseau de gaz. Cette possibilité est assez récente de pouvoir réinjecter du biométhane dans le réseau de gaz, puisque le cadre réglementaire le permet seulement depuis 2011. Donc depuis 2011, on peut en effet utiliser des matières organiques, des déchets locaux, qui sont des déchets agroalimentaires, des déchets verts, et aujourd'hui des bouts de stations d'épuration, puisque le cadre réglementaire a élargi cette possibilité aux bouts de stations d'épuration depuis 2014. Donc ce biométhane produit réintègre les réseaux. Il présente... Concrètement, il est mélangé avec du gaz ? Oui, tout à fait, puisque une fois épuré, il retrouve les mêmes caractéristiques que le gaz. C'est-à-dire que le biogaz, c'est environ 65% de CH4, 35% de CO2 et un peu d'H2S. C'est bien par lavage, on enlève ce qui n'est pas méthane, donc ça devient du méthane qui est miscible dans le réseau de gaz. Donc ce qui est intéressant avec ce nouveau procédé, c'est que le gaz devient vert petit à petit et les perspectives sont intéressantes puisqu'on prévoit qu'à horizon 2030, il pourrait y avoir 10% de gaz vert dans les tuyaux. Et quand vous dites on prévoit, c'est-à-dire sur l'ensemble du réseau ? Oui, sur l'ensemble du réseau de gaz, effectivement. Et ces perspectives sont partagées par l'ensemble des acteurs de la filière, dont l'ADEME qui est présent ici, qui pourrait le confirmer également.
Et tout ceci pour arriver à 2050 à des perspectives encore plus larges, puisqu'on pense qu'on pourrait atteindre plus de 50% de gaz vert dans le réseau. 50%. Plus de 50% à horizon 2050. Autant de moins à acheter à Poutine. Autant de moins à acheter à Poutine, mais on n'en achète pas beaucoup à Poutine. Hein. C'est peut-être une petite parenthèse à faire. Aujourd'hui, on n'en achète que 12% à Poutine. Hein. La majorité vient d'Europe du Nord. C'est 12% de trop. Alors, c'est peut-être 12% de trop, il vous appartient de le penser. En tout cas, on l'achète majoritairement en Europe du Nord, mais là où vous avez raison, c'est que demain, dans le réseau de gaz, on aura une énergie locale verte, produite localement, qui viendra se substituer aux achats que l'on fait à l'externe. 50% en 2050. À horizon 2050, plus 50%. C'est une projection, je dirais pas oui. au doigt mouillé, ou c'est vraiment quelque chose qui repose sur des études sérieuses, approfondies? Alors c'est quelque chose qui repose sur des études sérieuses, approfondies, qui sont partagées par les acteurs de la filière, je le rappelle, GRDF, l'ADEME et d'autres acteurs. Hein. Donc ça, c'est le concept, l'ambition. Oui. Alors juste, je précise par rapport à la balance commerciale, c'est intéressant puisque en 2012, on a quand même acheté 14 milliards d'euros de gaz à l'externe. Bien sûr. Donc vous imaginez si demain ce gaz, on peut le produire en local. Voilà. Donc ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'avec cette possibilité, on est dans une logique d'économie circulaire. On produit à partir de déchets locaux transformables sur place, donc on évite des coûts d'enlèvement, on produit une énergie verte, on produit également des sous-produits, du digesta, hein, qui peut être utilisé notamment dans l'agriculture, et puis aussi on ouvre des perspectives sur la mobilité, puisque ce biométhane peut être utilisé pour faire rouler des bus, des camions, etc. Et je prendrai pour exemple quelques exemples nationaux. Je vous disais que depuis 2011, on peut réinjecter du gaz vert dans le réseau. Les premiers à le faire, bien, ça a été la métropole de Lille. Je dirais qu'ils étaient dans les starting blocks, hein, puisqu'ils avaient, construit leur process et ils ont pu injecter ce biométhane dès 2011 à partir de déchets ménagers. Ils produisent à partir de déchets ménagers et ils font rouler les bus de la ville de Lille, environ 150 bus avec ce biométhane. Vous avez un autre exemple, Morbach en Moselle, qui aussi, à partir de ces déchets ménagers, fait rouler les bennes à ordures. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux, hein, les bennes à ordures qui roulent au biométhane, produit par les déchets, etc. Alors, juste, si François Lambert est dans la salle qui nous entend, de l'autre côté du rideau, ce serait bien qu'il vienne nous rejoindre sur la tribune, parce qu'il aura probablement des questions à vous poser. Si on passe maintenant à Aquapol. Oui, Aquapol directement. Oui. Alors. Aquapol directement. Donc, Aquapol, c'est une STEP qui traite les eaux usées de la ville de Grenoble, de 500 000 habitants, et qui a saisi l'opportunité de la réhabilitation de la STEP pour faire de la méthanisation, avec plusieurs objectifs. Dans un premier temps, il s'agit de réduire la quantité de boue, puisque le process de méthanisation permet de réduire à peu près d'un tiers la quantité des boues. Donc c'est autant de boue qu'on n'a pas à éliminer, notamment par l'incinération. Le deuxième intérêt, eh bien, c'est que la production de ce biogaz est d'une part réutilisée dans le process de méthanisation, et sert du coup à brûler ces boues et à éviter l'usage du fuel comme c'était jusqu'à maintenant. On évite ainsi 350 mètres cubes par an de fuel. Point 3, les partenariats que vous avez initiés. Parce que j'imagine que vous n'avez pas fait tout ça dans votre coin, dans votre labo. Oui. Vous avez travaillé avec un certain nombre de partenaires. On imagine naturellement la collectivité, mais d'autres partenaires certainement. Oui, des laboratoires, peut-être des universités. Alors quand vous dites vous, je ramène la paternité de ce projet à Aquapol, hein, à la collectivité de Grenoble. GRDF, nous avons accompagné Aquapol dans sa réflexion, comme on le fait sur d'autres projets. Et puis on est également partenaire technique, puisque je dirais que vous trouvez deux partenaires techniques dans ce projet. Vous avez Aquapol, hein, qui est la STEP qui traite les eaux usées. Et ensuite, vous avez un autre partenaire technique, c'est Aquabiogaz. Aquabiogaz, qui est une fusion de deux entreprises, GEG Gaz Vert et de Grémont, qui ont construit et exploitent le système d'épuration de biogaz en biométhane,
et le revendent donc sur le marché du gaz vert. Chez RDF, nous avons un partenariat technique puisque nous louons le poste d'injection au système et que c'est nous qui garantissons la qualité du gaz vert qui intègre les réseaux. D'accord. Alors maintenant sur les aspects économiques, parce que est-ce que votre mètre cube de gaz vert coûte moins cher que le mètre cube que vous achetez à Poutine, par exemple? On l'achète pas à Poutine déjà. 12%. Bon, la rentabilité de ce type de projet, elle est soutenue par le prix d'achat du gaz par les fournisseurs qui. Parce que sinon, il serait trop cher. Oui, aujourd'hui, forcément, puisque je dirais qu'on est dans le démarrage d'une filière, et comme toute filière qui démarre, vous avez un coût de production qui est pas celui d'une phase industrielle. Donc forcément, aujourd'hui, oui. Toujours est-il que donc, le modèle économique repose sur un contrat de rachat de 15 ans, mais que la rentabilité est trouvée évidemment avant ces 15 ans. Donc grâce effectivement à un soutien à l'investissement par différents partenaires financiers qui peuvent être l'ADEME, qui peuvent être l'agence de l'eau qui intervient et sur le process de méthanisation et de traitement des eaux usées. La région peut aussi intervenir, donc voilà, effectivement, le modèle économique repose là-dessus. Alors, ça marche plutôt bien, premier bilan positif. Oui, il y a des ratés, c'est compliqué. On est, je dirais, on est au début d'une filière. On est au début d'une filière. Vous avez aujourd'hui 20 projets qui injectent en France, mais bon, le processus de méthanisation n'est pas nouveau, voilà. Écoutez, le modèle Aquapol, enfin la step d'Aquapol injecte depuis le mois d'avril. Il a fallu évidemment opérer à certains ajustements, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et c'est donc bien, transférable sur les territoires. Alors complètement, c'est transférable sur les territoires. Y compris à des échelles plus petites. Complètement. À toutes les échelles. Taille critique, c'est quoi? Alors la taille critique pour l'injection de biométhane, c'est aujourd'hui on étudie des projets qui injecteraient l'équivalent de 30 normaux mètres cubes. Oui, ça vous dit rien en termes de Alors population? ça vous dit rien en termes de population, c'est des steppes de 50-60 000 habitants. D'accord, oui ça. Voilà. Donc ça peut être effectivement, ça peut être transférable sur différents types de projets avec différents types d'intrants, que ce soit des intrants agricoles, industriels, voire des mixtes. Portés par des collectivités, portés par des privés, portés par des agriculteurs, avec différentes tailles. Donc vraiment, tout à fait, c'est transférable. Et je dirais que dans une région comme la vôtre, j'entendais ce matin qui se veut, qui a des ambitions en matière d'énergie positive. C'est un type de projet qui a tout à fait sa place à double titre. Et par la production d'énergie renouvelable locale en utilisant, vous l'avez compris, des déchets locaux. Donc sur n'importe quelle steppe, Toulouse, il y a des exemples à Auch comme ça. Voilà. Là, par contre, c'est utilisé là pour... on utilise des déchets, notamment toutes les carcasses animales, pour alimenter une station qui génère de l'électricité pour 6000 foyers. Ça se passe tout près d'ici, à Auch, dans le Gers. Alors, l'équivalent de la production de la steppe de Grenoble, c'est 2500 foyers à peu près, 17 gigawattheures. Et puis, le gros intérêt, j'insiste là-dessus, c'est sur la mobilité. Donc, la logique d'économie circulaire qui permet de développer un nouvel usage du gaz et donc dans un cercle tout à fait vertueux. Emmanuel Trouvé, Gilles Mély, François-Michel Lambert, vous faites mon boulot, vous lui posez une question? Non, pas de question? On n'entend rien, vous n'êtes pas animateur professionnel. Plus fort. Je ne vais pas me lancer la chanson demain. Non, je disais que vous citiez la population qui pourrait être donc concernée par cette nouvelle technologie, et donc un village ou une petite ville peut être autosuffisante en énergie grâce à ce... Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment l'affirmer, autosuffisant, non, parce que pour arriver, voyez, à produire l'équivalent de 2500 habitants, il faut des eaux usées de 500 000. Donc on n'est pas dans une logique d'autosuffisance, mais on est dans une logique de mixité énergétique, on le disait ce matin, donc c'est en ça que je trouve le process intéressant. Il est intéressant, François-Michel Lambert a d'ailleurs une question à ce sujet. Oh, oui, presque une question. Il y a quand même une trajectoire.
Je crois que c'est Agnès Langevin tout à l'heure qui a parlé de trajectoire. Et, c'est très important, nous les politiques, d'inscrire une trajectoire. Et là, il se trouve que ce n'est pas les politiques qui l'ont inscrit, c'est les acteurs du gaz, c'est GRT Gaz, qui est le méga transporteur, qui, avec d'autres opérateurs européens, a indiqué en 2050, 100% du gaz sera à carbone zéro. 50% 100%. Vous me disiez 50. En 2050. Théoriquement, on peut aller jusqu'à 100% de gaz On vert. peut aller jusqu'à 100%. Hein. Voilà. Après, on est très humble, évidemment qu'on aimerait ces 100%. Et... Après, il y a différentes... donc déjà, il faut percevoir cet élément comme transformant notre modèle de production et de consommation. Mais ça ne suffit pas. Et là, j'ai insisté tout à l'heure, ressources et usages. Et on revient sur l'usage. Il est important de lier ce qui est fait, parce que ici on a des gens qui sont très sensibilisés, mais on sort n'importe où dans ma commune et je dis voilà, en 2050, 100% de gaz zéro carbone, carbone neutre, voilà, je cherchais le terme, carbone neutre, ah oui, c'est gentil, d'abord je ne comprends pas ce que ça veut dire, et en plus en 2050. Donc il faut retrouver du lien avec les citoyens. Et ce lien, il se retrouve par exemple dans un autre projet à Forbach, vous connaissez peut-être, tous les déchets ménagers, ou une grande partie, différents flux de matière transitent, il y a un biométhaneur et il y a une station de bio-GNV qui vient approvisionner les véhicules de collecte. Mais ces biodéchets, cette biogaz n'a été possible que par rapport à une collecte extrêmement efficiente des biodéchets auprès des citoyens. C'est-à-dire qu'ils ne mélangent pas et qu'ils donnent la matière organique fermentescible au mieux. Donc, le retour, c'est sur les camions, il y a écrit ce camion roule grâce à vos déchets. D'accord. Le citoyen comprend. Ouais. Mais je vais jusqu'au bout. Les sacs plastiques de collecte venaient de Chine et aujourd'hui, ils internalisent, ils régionalisent et territorialisent la production de ces sacs plastiques qui sont biocompostables et qui peuvent être jetés dans le biocomposteur, dans le biométhaniseur, pardon. Et on continue la boucle. Et on a donc des citoyens qui comprennent que c'est quand même pas très marrant de séparer, mais ils comprennent que c'est très positif pour le territoire. C'est une manière de les faire participer. Il faut chaque fois D'accord. remettre un sens à ces actions pour que chaque maillon, y compris celui qui est le plus modeste, peut-être d'un point de vue économique, mais très certainement stratégique dans la chaîne, se mobilise pleinement. Merci. Emmanuel, trouvez une question ? Toute pragmatique, est-ce que le développement de la production de biogaz va nécessiter le développement de trouver beaucoup de surface pour épandre les boues qui restent à épandre ? Une partie qui est brûlée, c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure. Oui, alors après, à chaque process, le traitement des déchets qui en sont issus, donc sur Aquapole, les boues sont incinérées. Donc avec ce biogaz, après vous avez des projets de méthanisation agricole où il y a du digestat liquide, du digestat solide qui peut après repartir au compost. Donc, il a raison de poser la question parce qu'il y a une problématique réglementaire sur l'utilisation de boue résiduelle pour les épandages agricoles. Oui, et puis vous faites aussi référence, j'imagine, à la concurrence sur l'épandage, peut-être, non ? C'est effectivement ce qu'il faut analyser, et en ça, on travaille, enfin les porteurs de projets travaillent avec la Chambre d'agriculture pour examiner cette situation localement. Merci beaucoup, et puis on va suivre ce projet avec beaucoup d'attention, parce qu'il est effectivement très, très prometteur. On va passer à Gilles Mély pour le talc. Alors, seuls ceux qui ont eu un airbag qui leur est exposé à la figure peuvent témoigner qu'il y a du talc dans les dispositifs de sécurité des voitures, mais on ne sait pas qu'en revanche, c'est utilisé dans la fabrication d'un certain nombre de composants automobiles. Ce que peut-être vous pourriez commencer par nous expliquer avant de dérouler le projet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'optimisation de l'utilisation du talc dans les composants plastiques. Alors le talc est donc un minéral naturel que l'on trouve notamment à l'Uznac sur Ariège. On a le plus gros gisement au monde de talc
à partir duquel on extrait 400 000 tonnes de talc par an à l'USNAC. Et donc, ce talc-là est processé, donc c'est une roche au départ. Ensuite, elle est processée, cette roche, pour faire une poudre. Et cette poudre micrométrique qui rentre dans la formulation des plastiques et qui lui confère des propriétés mécaniques un petit peu particulières. En fait, la particule de talc est une lamelle à l'échelle micrométrique. Et donc, cette lamelle a un pouvoir renforçant, comme une fibre, on va dire, dans le plastique. Et donc, va renforcer, va augmenter sa rigidité, augmenter sa stabilité dimensionnelle. Et donc, dans les pièces plastiques, et notamment le polypropylène, qui a été évoqué tout à l'heure par la personne de Renault, le talc est utilisé à hauteur d'à peu près 8 kg par voiture dans le polypropylène. Le polypropylène, c'est à peu près 90 kg par voiture en moyenne, donc c'est une forte part d'utilisation de cette ressource naturelle dans les voitures. Alors le concept, le nouveau concept qu'on a mis au point et qu'on a développé ces dernières années, c'est une nouvelle technologie pour délaminer encore plus cette particule lamellaire, qui est déjà lamellaire, parce qu'en fait le renfort est donc lié à la surface et à l'épaisseur de la lamelle. Donc plus la lamelle va être large, va avoir un coefficient de forme élevé, plus elle va renforcer le plastique. Donc ce sont des procédés qui ont été développés avec l'aide de l'université et qui sont en voie humide, alors que d'habitude le talc est processé et broyé en voie sèche. Alors pourquoi en voie humide? Parce qu'on a observé une meilleure délamination grâce à l'eau. Donc c'est un broyage un peu plus doux qu'un broyage à sec. Et donc lié à ça et lié à la croissance de ce produit sur le marché, aujourd'hui on a une forte demande. Alors pourquoi on a une forte demande du marché? C'est parce qu'en fait ce talc-là, qui confère une forte rigidité au polypropylène, va permettre aux fabricants de pièces plastiques de réduire l'épaisseur des matières tout en gardant les bonnes spécifications requises par la... Consommer moins de plastique. Voilà. On consomme moins de plastique, on allège les pièces, et donc on contribue à réduire le poids total du véhicule et donc la consommation carburant. Donc ça, c'est le concept, l'objectif. Pour le développer, vous avez travaillé avec des laboratoires, des universités, peut-être même à Toulouse, avec Paul Sabatier? Alors on a déjà notre propre laboratoire de recherche, on a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent au laboratoire de Toulouse. On s'est fait bien sûr épauler par l'université de minéralogie de Toulouse. On a eu aussi l'aide de l'ADEME sur le projet de mise en œuvre du nouveau process. Donc on a amélioré notre process existant lorsqu'il a fallu augmenter les capacités de production sur l'USNAC. Donc une nouvelle ligne a démarré cette année, en début d'année. Une deuxième est prête au démarrage en fin d'année. C'est 2 fois 5000 tonnes de capacité additionnelle liée à la très forte demande du marché. Aujourd'hui, on a une croissance de 50% sur ce produit-là. Donc il faut vraiment mettre en place les capacités adéquates pour répondre à cette demande. Et donc au niveau du process, on a beaucoup travaillé avec nos ingénieurs pour pouvoir diminuer l'eau consommée, puisqu'on est en process humide. Donc on a réussi à économiser à peu près 11 millions de litres d'eau par an. Ah oui, quand même. Ouais. Donc c'est énorme. On a aussi économisé pas mal en énergie de broyage. On a aussi économisé en énergie de séchage. Et là, on est à peu près à 70% d'économie de gaz. Oui, c'est pas mal. Ça fait pas les affaires de GRDF, mais tant pis. Voilà. Donc, tout mis bout à bout, on a réussi quand même à pas mal optimiser ce process, qui fait qu'on a maintenant un process tout à fait performant au niveau coût, et relié à la performance du produit dans l'application finale, ça explique le succès de ce produit sur le marché. Et alors, on exporte déjà sur les marchés Asie et Nord-Amérique, sur des clients globaux qui sont déjà implantés au niveau international. Mais il y a une volonté de la société de transférer cette technologie en Asie et en Amérique du Nord dans les 2 prochaines années. Sur le talc, évidemment. Sur le talc. Alors, il n'y a pas de question de transférabilité sur notre territoire, puisque vous êtes déjà présent. J'ai juste une question de simple curiosité. On connaît bien les talcs de l'USNAC.
En termes de gisement, vous en avez encore pour combien de temps? C'est la question qui revient toujours auprès de nos clients, bien sûr. Non, parce que ça marche bien. Vous avez même une équipe de foot qui marche très très bien. Tout le monde connaît qui a marché, mais qui marche encore pas mal. Alors les réserves, en fait, effectivement, nos géologues travaillent bien sûr en amont pour garantir la disponibilité de nos gisements, enfin de nos produits sur une période assez longue, à moyen et long terme. Donc aujourd'hui, par exemple, sur le gisement de l'Uznac sur Ariège, on a 30 années de réserves prouvées. D'accord. Et certainement plus encore si on gratte un peu plus les profondeurs des montagnes ariégeoises. Véronique Pinet, une question? Oui, au-delà de ces 30 ans, alors comment est-ce qu'on fera? Alors au-delà de ces 30 ans, on a d'autres gisements à travers le monde. On a beaucoup de gisements. On a certains gisements en Autriche, en Espagne, en Italie et en Amérique du Nord. Donc on est capable aussi de récupérer du brut, ce qu'on appelle le brut, le minerai brut, sous forme de roche, et l'importer sur nos sites de production pour pouvoir produire ce produit. Oui, une question de François-Michel Lambert avant que je lui donne des cachous. Et voilà. Parce que je n'ai pas eu le temps d'attraper mon dessert, cher ami. C'est pas très nourrissant les cachous, hein. C'est surtout pour la voix. Hein. Voilà. Vous pourrez aussi répondre à est-ce qu'on a les moyens de récupérer le talc? Alors j'imagine une partie dans les polymères, c'est peut-être un peu compliqué. Mais je voudrais quand même faire un parallèle sur. Vous n'avez pas assez insisté sur un point. L'économie circulaire, c'est optimiser, générer plus de productivité. C'est pas forcément effacer. Là, ce que vous nous dites, avec comment vous dites? Délamination, on a des caractéristiques techniques qui permettent d'alléger le plastique, et par voie de conséquence la voiture, et par voie de conséquence la consommation de cette voiture. C'est la voie qui est possible à emprunter, et je fais un parallèle avec le ciment, le béton, exactement. Le MUCEM à Marseille, si vous le connaissez ou si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Hein, le musée est fait avec un béton fibré, une technologie déployée par Lafarge qui permet de consommer beaucoup moins de béton, qui permet de faire des formes extraordinaires qui donnent à l'architecte beaucoup plus de liberté, ce qui fait que le MUCEM a un geste architectural remarqué et remarquable, et qui allonge de juste 50 ans, au lieu de 50 ans de durée de vie, c'est 100 ans de durée de vie garantie, l'usage de ce béton. Donc on aurait pu croire que le béton était vraiment à bannir parce que c'est des matériaux vierges qu'on utilise, que l'on broie, etc., qu'il vaut mieux partir sur le bois, sur l'acier. Ben non, il ne faut pas se focaliser sur un seul axe. Le bois, c'est 1000 fois mieux que le béton. Il y a aussi, et si vous ne l'avez pas compris, je réinsiste encore une fois, il y a aussi des dimensions sociales, sociétales. Et quand vous voyez le MUCEM, vous vous dites seul le béton pouvait apporter ce geste architectural, pouvait en faire l'un des 10 premiers musées en termes de fréquentation au monde, la première année de son ouverture, de garantir, de doubler la durée et de diminuer la masse engagée. Donc c'est ça qui est excitant. Il n'y a pas une voie technologique particulière, il y a juste l'intelligence, le partage, les innovations, les remises en cause. C'est comme ça qu'on avancera dans l'économie circulaire. Oui, alors le talc, quand il est formulé dans les matières plastiques, peut être recyclé. Hein. Enfin, la matière plastique chargée peut être recyclée, il n'y a pas de souci. On retrouvera les caractéristiques amoindries puisque le matériau est recyclé, mais on retrouvera quand même des caractéristiques mécaniques liées à la présence du talc. Et on est aussi actif dans la reformulation des matériaux recyclés. Donc on rajoute du talc pour rehausser justement ces propriétés, pour les ramener à un certain niveau qui peuvent concurrencer. Oui, ce qu'il faut noter quand même dans ce que dit Gilles Mély, et ça c'est intéressant, c'est que en optimisant les propriétés du talc, il baisse la consommation de plastique, et on sait comment le plastique est fabriqué, à partir de quel, du pétrole en l'occurrence. Donc ça c'est quand même un point très, très important. Emmanuel, trouvez une question? Est-ce que vous avez aussi regardé l'apport du talc sur des biopolymères ou des
faire des plastiques verts. Oui, tout à fait. En fait, ce que je Non, ça aussi, ça c'est une super question, parce que les problèmes que rencontrent tous ceux qui travaillent sur les plastiques d'origine végétale, c'est un problème de résistance à la contrainte. Est-ce que justement le talc pourrait permettre d'avoir quasiment les mêmes niveaux à ces plastiques d'origine végétale que les plastiques d'origine fossile? Alors, ces plastiques biosourcés aujourd'hui ont fait beaucoup de progrès aussi par eux-mêmes, Ouais. dans la conception, la polymérisation. Mais effectivement, on a développé une gamme de talc qui permet de rattraper certaines propriétés, et notamment la tenue à la température. Ça aussi, c'est vraiment important pour les plastiques biosourcés qui sont généralement inférieurs en tenue en température. Et effectivement, on a des solutions, on a des études qui montrent qu'il est possible de rattraper certaines propriétés avec le talc. Oui. Très bien. Merci Gilles Mély. Une question maintenant. Alors, c'est à vous, Emmanuel Trouvé, pour un projet. Quand on le lit comme ça, on se dit mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas là. On se demande si on a bien lu ces notes, si on a bien tout compris. Il s'agit vous êtes le patron de Nereus et votre projet, c'est la valorisation de déchets liquides polluants sous forme d'eau haute qualité, vous m'expliquerez comment, d'engrais et d'énergie par la conception de systèmes industriels innovants. Alors comme ça, sur le papier, on veut bien vous croire, mais on demande quand même à être convaincu. Hein. Je ne suis pas sûr d'être l'auteur, mais je vais vous rassurer tout de suite. Nereus, qui est une société créée en 2013, construit en Occitanie, à 30 km de Montpellier, et des équipements qui servent à trier des déchets liquides, tout simplement. On s'est focalisé sur deux types de déchets qui étaient très difficiles, les digestins et les lisiers. Mais on est capable d'intervenir sur pas mal de types d'eau usée aussi. Alors comment vous faites? Expliquez-nous le concept. Ce qu'on fait, technique. C'est simple. On fait 3 étapes physiques, une de type tamisage, une de type nanofiltration céramique et une dernière de type osmose, basse énergie. Avec ces 3 étapes physiques, à partir d'un lisier, on obtient 50% au moins d'eau. La qualité de l'eau est potable. Je n'ai pas demandé d'homologation pour la potabilité. Vous en avez bu? Bien entendu. Vous en avez bu? Bien sûr. Il faut avoir confiance dans ce qu'on fait et surtout on me le demande régulièrement. Mais le plus important pour cette eau, c'est l'impact qu'elle a dans la réduction des volumes de lisier ou de digesta qui sont à stocker ou qui sont à épandre. Cette réduction, c'est au moins 2,5 à 3 fois moins de volume à stocker ou à épandre. La deuxième fraction, qui est une fraction solide, est assez bien connue par l'étape de tamisage ou de séparation. On obtient ces matières solides fibreuses qui ne sont pas tout à fait sèches, dont différents usages sont possibles, soit côté énergétique, on les sèche encore un peu, elles peuvent aller en chaudière, soit côté amendement organique, quand le reste des constituants le permet. Et les deux autres fractions sont des fractions liquides, qui sont un engrais organominéral riche en N, en phosphore et en potassium, qu'on peut utiliser avec des appareils agricoles d'aujourd'hui tels que les injecteurs, et un engrais, lui, purement minéral, N et K, qu'on peut utiliser avec des pulvérisateurs. Donc on s'est préoccupé tout de suite des utilisateurs finaux et on travaille avec eux, et avec les chambres d'agriculture, les lycées techniques agricoles et les écoles d'agro pour qualifier justement les différents produits du mix. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement trier le liquide, eh bien, ça coûte moins cher que de l'épandre en vrac, puisqu'on est à moins de 5 € la tonne. Souvent on descend à 3 €, ça dépend de la taille. C'est pas mal. Hein. Et donc ça veut dire que finalement on n'était pas bloqué par un enjeu économique. Ce que je vous dis là, c'est 0 subvention pour les clients, 0 subvention pour nous. Donc la viabilité économique, elle est bonne. C'est ce qui fait qu'on a commencé à mettre en œuvre à des échelles significatives, puisqu'on est sur des exploitations ou des groupes d'exploitation de plusieurs centaines d'animaux, côté agricole. En Bretagne, méthanisation, en Bretagne notamment, j'imagine, non? Côté méthanisation, plus de 1 MW. On n'a rien fait en France. Figurez-vous qu'on a dû Vous avez rien fait commencer en France. en Allemagne et au Benelux. Et donc pour la première fois, on va commencer en Occitanie, grâce aux partenaires qu'on a
qui nous ont interpellés et qui nous ont dit il faut venir faire ça ici. Le premier de ces partenaires, c'est l'utilisateur, et on en a bien parlé, c'est Clairbert. Donc on va venir sur le site de Clairbert pratiquer ce qu'on a pratiqué en Allemagne. Et vous avez des perspectives énormes en Bretagne, avec tous leurs problèmes de lisier, dans les élevages de porcs, d'algues vertes, etc. Oui, on a évoqué différents éléments qui pourraient faciliter les choses. Premier élément, l'aspect réglementaire. À partir du moment où une unité de biométhanisation produit de l'eau, c'est un peu une surprise parce qu'on n'avait pas vu qu'elle pouvait produire de l'eau. C'est vrai que dans les digestats liquides, il y a quand même 90% d'eau souvent, mais on n'avait pas vu qu'elle pouvait être productrice d'une eau tout à fait apte au rejet en milieu naturel, même Natura 2000, voire réutilisable localement, en irrigation, au moins dans les mois où on a besoin. Et donc là, on dit il faut passer par une période pour suivre, avec un partenaire académique, nous, ça sera l'INSA de Toulouse, suivre exactement la qualité de cette eau sur plusieurs mois et réussir à l'homologuer. EcoCert va participer à cette démarche aussi. Et l'ADEME, nous avons soumis ce projet à l'ADEME, on espère qu'ils vont nous soutenir. Ça, c'est pour la mise en œuvre ici. Pareil pour l'homologation des autres parties du mix. Non seulement il faut que ce soit facile à employer, facile donc à substituer aux sur l'exploitation, sur les exploitations agricoles, mais il faut aussi que ce soit accepté comme un fertilisant. Bien sûr. Là, on tombe sur des problématiques réglementaires. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect qu'il faut franchir. Le deuxième aspect, c'est la longueur des projets. Les projets de méthanisation sont stimulés en France par beaucoup de dispositions, le plan national de méthanisation et beaucoup d'autres dispositions. Cependant, entre l'intention de monter un projet de méthanisation et sa concrétisation, il y a souvent 3 ans si on est optimiste, 4 ans, 5 ans. Et bien pour apporter une technologie innovante comme la nôtre dans le projet, qui est juste un composant qui vient compléter l'unité de méthanisation, on nous dit mais est-ce que vous serez encore là dans 4 ans? Oui, on ne va pas le faire. Donc on a eu beaucoup de mal à arriver en France, mais franchement on a de la chance dans cette région. On a un écosystème autour des membranes, académique autour des membranes qui est très fort à la fois à Montpellier et à Toulouse. On a une série d'utilisateurs finaux qui sont extrêmement motivés et qui vont de l'avant. Ça a été beaucoup souligné dès ce matin. Et puis, on a les qualités intrinsèques de ce qu'on apporte et le coût intrinsèque de ce qu'on apporte qui vont nous faciliter les choses. France Expérimentation, peut-être, mais j'ai regardé et apparemment, les réglementations auxquelles on peut déroger, c'est une question que j'avais à vous poser, les réglementations auxquelles on peut déroger par France Expérimentation ne sont pas celles qui ont été émises par différentes agences, que ce soit l'ANSES ou d'autres agences comme ça. On n'a pas le droit de déroger à ces réglementations-là. Et du coup, quand il s'agit d'homologuer par exemple une eau, on va avoir à faire face, on ne peut pas rentrer dans le cadre de France Expérimentation. Des questions, Gilles Mély, Véronique Pinet, François-Michel Lambert, à Emmanuel Trouvé. Oui. Portez un nom prédestiné pour votre secteur d'activité. Ne citez pas De Gaulle. D'accord. Donc, vous citez effectivement la longueur d'un projet, hein, on est d'accord. Pour autant, aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui fonctionnent. Et cette augmentation du nombre de projets par an est pratiquement exponentielle, puisqu'on prévoit à horizon 2018, c'est demain, une centaine de projets de méthanisation-injection. Donc ça vous laisse du potentiel malgré tout. Oui, tout à fait. Pour être précis, on s'est focalisé sur les environ 1500 unités de biogaz supérieures à 1 MW qui existent déjà en Europe. Et on s'est focalisé parmi elles sur celles qui sont, on va dire à peu près un tiers, qui ne sont pas rentables du tout, c'est-à-dire qui perdent de l'argent tous les mois. Et avec ce qu'on leur propose, on leur permet non seulement de travailler beaucoup plus proprement avec un impact eau énormément plus faible, avec un développement d'autres produits du mix, et en plus on leur permet d'être rentable parce que n'ayant plus le goulot d'étranglement de l'épandage pour une bonne partie d'entre elles, elles peuvent travailler 12 mois sur 12 à pleine capacité avec une maîtrise procédée bien supérieure, voire une charge de 110 ou 120% par rapport à ce qu'elles faisaient. Donc elles peuvent même produire avec la même infrastructure plus de biogaz. Gilles Mély, une question ?
Bon, il a à peu près répondu à tout, mais au niveau du process, est-ce que c'est rapide à partir d'un lisier pour produire de l'eau? Combien de temps ça dure? C'est au même rythme que fonctionne l'unité de biogaz. Si vous avez une unité qui rentre tous les jours 100 tonnes de matière première, quelque part elle a sorti pas loin de 100 tonnes de digestat liquide, la fraction solide étant plutôt de... Oui, mais en combien de temps? Donc tous les jours, on va sortir 100 tonnes. D'accord. On est sur un process qui est modulaire, c'est-à-dire qu'on va mettre une capacité de filtration, de séparation, pour les 3 étages, qui va être adaptée aux besoins quotidiens. Merci. François-Michel Lambert, une question pour Emmanuel Trouvé? Des questions techniques peut-être, mais on en parlera après. Et puis sur les remarques sur l'expérimentation aussi, on peut en discuter après. Mais moi, je voudrais dire, vous avez un reportage à la télévision sur la méthanisation, c'est génial. Il y a une machine là, on y rentre les déchets, il y a du gaz. Et à la sortie, il y a un super engrais, et hop, c'est fini, sujet suivant, sport, l'équipe de France a gagné 2-0 hier soir. Non. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Les flux, à chaque fois, descendent petit à petit au peigne. J'aime pas le peigne fin, mais regarder de plus près les flux, se dire, mais là, est-ce que là, on est vraiment dans une technologie, même si on est passé aux 20 heures, est-ce que il faut s'arrêter à ce que le journal télévisé, à ce que les médias, à ce que le prix que l'on a eu suffit, ou est-ce qu'on peut encore, à travers la réflexion sur la ressource ou les ressources que composent les flux sortants de ce qui a été mis en avant en exergue, il n'y a pas encore des marges à créer. C'est ce que vous avez fait, vous avez dit, mais il y a encore des marges à créer en mélangeant l'eau avec des matières solides. L'apport nutritif, ce sont les matières solides, et l'eau, en l'occurrence, elle est plutôt emmerdante, si je puis dire. Donc, en se posant la réflexion de, mais hop, je sais pas, vous réouvrez un champ où on élargit les opportunités de création de valeur, vous créez de la valeur et de la richesse. Dit autrement, il faut avoir cet esprit, et je vous félicite, et c'est le propre de l'économie circulaire en se concentrant sur la ressource, de se dire on ne travaille pas à champ équivalent de partage économique, nous explorons de nouveaux champs de génération de richesse, et je dis toujours richesse pour éviter d'être que dans l'économie, et de génération de richesse, mais il faut se poser les bonnes questions, il faut aborder avec certaine intelligence et puis partager. Donc c'est un excellent exemple que je ne connaissais pas et qui me servira très probablement dans d'autres rendez-vous. Des questions pour Gilles Mély, Véronique Pinet, Emmanuel Trouvé? Pas de questions? Si, quand même. Le talc, les lisiers, le biométhane. Vous pouvez expliquer techniquement comment vous y arrivez? Pardon, je vous ai coupé. J'avoue. Comment vous faites? Quel est le process exact? Donc on fait une première étape de séparation sur une grille qui fait à peu près 1 mm. Ce sont des procédés qui existent de séparation de phase, donc ça, nous n'avons rien inventé. Nous avons bâti sur cette première avancée de séparation de phase, peut-être en descendant un petit peu plus bas que la taille des trous habituellement utilisés sur ces grilles. Dans une deuxième étape, on filtre avec une membrane céramique de nanofiltration. J'aurais dû l'amener de ma veste, la journée. Donc sur ces porcelaines poreuses, la taille des trous est de quelques nanomètres, 2-3. C'est ce qui permet d'aller très très vite avec une fraction liquide qui est presque que de l'eau et une fraction très concentrée. Et la troisième et dernière étape est très facile et surtout se fait avec beaucoup moins d'énergie que d'habitude. L'osmose, on la connaît pour dessaler l'eau de mer ou pour d'autres utilisations, mais on la connaît à 40 bars, 50 bars avec beaucoup trop d'énergie. Là, on est à 8 bars, 10 bars, même pas. Et donc, on est à très basse énergie. Au total, on va dépenser 5 kW par tonne. C'est breveté tout ça? On a breveté certaines parties clés. D'accord, ok. Question, alors une question là-bas de notre ami des Amis de la Terre. Oui. J'aurais voulu savoir si aujourd'hui, donc, il aurait été possible, sur la décharge de Montèche, d'injecter dans le réseau le gaz de cette décharge, des déchets qui auraient été transportés en péniche et qui seraient arrivés de Toulouse à Montèche et injectés dans le réseau Gaz de France. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui? Question pour Véronique Pinet.
Alors, comme vous l'avez compris, je viens de l'Isère, je ne connais pas le projet dont vous me parlez. Théoriquement, s'il y a production de ce gaz vert, bien sûr qu'il peut être injecté dans le réseau. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Oui, enfin, avec une particularité pour Montèche, c'est qu'on n'est pas dans l'immédiate, on n'est pas dans l'urbain, on est légèrement à l'extérieur de l'agglomération. Okay. Ça fait partie de l'agglomération, mais on n'est pas dans le... comme je connais un peu Grenoble, on est sur quelque chose qui est assez concentré du point de vue urbanistique. Là, il y aurait évidemment peut-être un problème de raccrochage au réseau. Là, c'est votre question de distance, c'est ça, par rapport au réseau ou... Mais le réseau, enfin tout était prêt pour la connexion sur le réseau Gaz de France, enfin, GRDF si vous voulez, mais l'interdiction a toujours, enfin n'est pas montée, n'a pas été levée d'injecter ce gaz donc de provenance de la décharge qui avait les mêmes capacités, enfin les mêmes qualités, je dirais que le gaz russe ou autre, mais qui était interdit pour des raisons administratives. Il y a encore 20 ans. Il y a quand même toujours, François-Michel Lambert, le sentiment, quand on écoute les uns et les autres, vous allez voir tout à l'heure un témoignage très très intéressant de la Poste, que, et ça rejoint un peu la discussion qu'on avait ce matin, qu'il y a quand même la réglementation, la législation sont en retard sur les initiatives au nom de ce qu'on peut appeler le principe de précaution, bien sûr, mais quand même sur des affaires comme celle-là, c'est vrai que Montèche, compte tenu des tonnes qui sont traitées, c'est absolument considérable. Il y avait une opportunité intéressante. On a peut-être un peu raté le coche de ce point de vue-là. C'est pas le principe de précaution. Entre autres choses. Le principe de précaution s'applique dans d'autres domaines. C'est le principe de base que la nation, l'État, doit garantir la santé et la protection de l'environnement. C'est ça qui a structuré une réglementation qui aujourd'hui devient contraignante, mais qui nous a sauvés de catastrophes. Je rappelle que il y a à peine 30 ans, en Espagne, c'était 400 personnes qui décédaient, notamment des enfants, avec des chichis, des beignets qui étaient utilisés dans une huile de mauvaise qualité. Donc cette réglementation, soyons très clairs, nous permet aujourd'hui de ne pas être passé à travers ces drames. Et toute la question est de la réinterpréter, et là je rejoins, de la réinterpréter à l'aune des innovations technologiques, des savoirs acquis, des solutions de traçabilité par exemple qui peuvent être mises en œuvre. Il y a tout ce travail extrêmement important. Je fais partie de la mission simplification où on balaye énormément de choses pour justement simplifier. Mais il y a la démonstration, car on ne nous pardonnera jamais, le citoyen, le français ne nous pardonnera jamais si nous avons pris un risque sanitaire. Donc c'est du dialogue. L'économie circulaire, c'est énormément de dialogue, énormément de rencontres. Des fois, je me dis, mais à quoi ça sert toutes ces conférences que l'on fait de ci, de là, tous ces rendez-vous? Eh bien, c'est justement ce qu'il faut faire. Et il faut aussi, sur ce type de projet, peut-être qu'il y ait un acteur majeur, politique, qui dise, bon, allez, on se met autour de la table, on pose des choses, où sont les points de blocage, est-ce qu'on ne peut pas contractualiser, est-ce qu'on ne peut pas utiliser France Expérimentation ou l'autre outil qui est les Green Deal, les engagements pour la croissance verte? Comment on avance? Qu'est-ce que l'on pose? Est-ce qu'on monte au niveau du ministère? Mais le dialogue est l'élément clé, notamment dans ce genre de situation. Merci. C'est le même frein politique qui a bloqué, je dirais, Ginesto, qui avait déjà des méthaniseurs qui fonctionnaient pour traiter les bouts de station d'épuration. Et ces mêmes méthaniseurs sont partis à Lille. Je dirais, c'est exactement la même technologie. Et donc c'est un frein politique ou un frein technologique qui a fait que, je dirais, on a pris dans Midi-Pyrénées autant de retard? Oui, alors concernant Ginesto, si je peux me permettre, je vais prendre la parole. Je ne connaissais pas ce que vous évoquiez, le fait que les méthaniseurs soient partis. Est-ce qu'ils n'étaient pas prêts au moment où, à Lille, ils avaient besoin de ces méthaniseurs opérationnels? Je ne sais pas. Toujours est-il, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même une volonté, visiblement, de la métropole de Toulouse de développer le biométhane, puisque la semaine dernière, une convention a été signée entre GRDF, le directeur général de GRDF, Édouard Sauvage, et la métropole de Toulouse, pour développer la production de biométhane en local,
et son usage notamment dans la mobilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que vous avez 250 bus qui roulent au gaz naturel et demain ils rouleront au biométhane. Exact. Hein, donc, visiblement, il y a une volonté locale, régionale de bouger et ce que vous évoquez va sûrement évoluer dans le bon sens. Question suivante. Alors, il y a des questions, une question au fond de la salle. Une bon. Oui, allez-y. Ouais, bonjour. Une question pour... Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur, oui, s'il vous plaît? Mickaël Vif, citoyen, pour prendre un terme cher à monsieur Lambert. Question pour Madame Pinet sur la méthanisation. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire des micro-méthanisateurs? J'ai vu que par exemple au Bhoutan ça se développe au niveau de fermes ou de petites localités. Donc voilà, des systèmes comme ça qui sont moins technologiques et qui permettent plus d'autonomie des populations localement. Intéressant. Oui, en effet, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour parler des La moins mal, en tout cas. micro-méthaniseurs. Oui. Peut-être que M. Lambert le saurait mieux que moi, franchement, parce que moi, je ne peux parler que de méthaniseurs d'une taille suffisamment critique pour produire une quantité suffisante à réinjecter dans le réseau. Moi, je dirais que par principe, tout ce qui peut se développer et favoriser la production d'une énergie locale me paraît intéressante. Hein. Après, est-ce qu'il y a une volonté réglementaire, politique de développer Emmanuel Trouvé, les micro-méthaniseurs? Les micro-méthaniseurs, vous la sentez celle-là, Emmanuel Trouvé? Au moins un point générique qu'on retrouve aussi dans le domaine de l'eau, c'est qu'on va évoluer vers des mix un peu différents de ce qu'on a aujourd'hui entre système centralisé et système décentralisé. Il y aura une contribution des deux. Tout ne sera pas en centralisé comme aujourd'hui avec un coût exorbitant des réseaux et tout ne sera pas non plus en décentralisé, c'est pas possible pour des tas d'autres raisons. Donc il y aura un nouveau mix peut-être. Allez, on termine avec François-Michel Lambert. Attention à ne jamais figer un choix. Donc micro-méthaniseur, oui, mais que ça ne devienne pas bloquant dans 20 ou 30 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais présupposons, ou inversement, d'autres choix. C'est de l'amélioration continue, donc tous les choix doivent pouvoir être remis en cause dans 10 ou 20 ans, et ne pas être des choix qui figent, bloquent la capacité à accéder aux ressources et à leur donner plus de valeur dans 20 ans que ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui. C'est aussi un autre élément à avoir en tête. Merci, on va donc passer on va vous remercier et bravo à tous les trois pour ces beaux projets.